Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de discussions et d'échanges autour d'un ouvrage. Nous sommes samedi, il est 11 heures sur Canal 3 Bénin. Vous connaissez bien ce rendez-vous qui permet à un auteur de présenter son ouvrage, de parler de son contenu, de l'évoquer et surtout de le défendre. Et pour aujourd'hui, on va discuter avec Aïna Bérengère Blanc. Elle est essayiste, justement parce qu'elle a fait son entrée dans le monde des écrivains avec cet ouvrage-là, cet essai, Enchanté ici la Conne. C'est un titre assez singulier dont on va discuter tout à l'heure. Faut-il le préciser, c'est un essai biographique qui retrace un peu son histoire, ses expériences, son parcours de vie et ce qu'elle retient et projette pour elle-même, en tout cas pour sa vie sur Terre. Ici, Madame Ablan, bonjour. Madame Blanc, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy, j'espère que vous allez bien. Ça va, et vous-même? Ça va. Merci beaucoup de nous proposer ce bébé assez joli. En tout cas, au toucher, il est très intéressant. Merci beaucoup. Le contenu aussi laisse pantois parfois sur des descriptions et des confidences. Mais déjà, le titre pardon, qui accroche. Enchanté ici la conne. Je n'ai pas compris cette envie de se ridiculiser, de se tourner en bourrique, de se diminuer entre griffes. D'accord. Je vais commencer par vous poser une petite question. N'avez-vous jamais été con dans la vie? N'avez-vous jamais manqué d'intelligence une seule fois dans votre vie? Ça peut arriver. Voilà. Mais Donc, c'est pas pour le temps que tout le monde crie ici, le con, ici, la oui, conne. oui, mais cette façon d'afficher notre humanité, les dessous qu'on a envie de cacher, c'est-à-dire que cette réalité qui est propre à nous, Ouais. qu'on a envie de cacher, qu'on a envie de faire taire. Parce que pour diverses raisons, on n'a pas forcément envie d'afficher nos déboires, nos faiblesses, nos blessures qui font partie de notre intimité, mais qui tout autant font partie de qui nous sommes en réalité. Les afficher, c'est une façon comment dire, de s'auto-poser des questions, d'essayer de guérir, puisque en faisant taire qui on est, qui on a été, qui l'on serait probablement, on aura tendance à vivre dans une forme d'hypocrisie, puisque la vérité, elle est toujours difficile à dire, mais la vérité, elle est nécessaire dans la vie quand on a envie de se surpasser. Mais le contexte africain, l'éducation africaine nous propose à la fois la pudeur, la réserve et surtout la méfiance, parce que si vous vous confiez trop au public, si vous vous confiez trop à l'inconnu, l'éducation nous enseigne qu'il aura tendance à s'en saisir et à vous faire du mal. Est-ce que vous n'aviez pas peur d'être trop exposé? Non, pas vraiment. Parce que, vous voyez, je suis une mère, je suis une éducatrice. Et il est important pour moi que mon témoignage puisse servir. Que ce que j'ai partagé dans ce livre, Enchanté ici la conne, puisse nous amener chacun d'entre nous à nous auto-interroger. C'est ça, en fait. Le premier objectif, c'est d'amener les gens, le lecteur, à s'auto-interroger sur l'aspect qu'il cache au monde. Et c'est en s'auto-interrogeant sur les aspects liés à notre propre humanité, à notre être intérieur, à ce que nous vivons et que nous cachons au quotidien, que nous allons pouvoir arriver à nous parfaire. Parce que quand on ne prend pas le temps de se poser des questions, on va forcément continuer par vivre en n'étant pas vrai envers soi et envers l'humanité. Il est important de savoir qui l'on est, pourquoi l'on est telle chose, pourquoi on a failli à tel endroit, pour pouvoir apprendre de cette leçon-là et s'éveiller. Mais ça, c'est pour soi-même, pas pour les autres. Est-ce Pour... qu'on a besoin de leur exposer ça? Ça, c'est ma question. On a tout à fait besoin d'exposer. Vous voyez, comme vous l'avez dit tantôt, je suis essayiste. J'ai démarré le premier ouvrage en proposant de partager avec le monde mon histoire. Derrière le fait de partager mon histoire, j'interpelle les gens. Dans tout le livre, je ne suis pas restée fermée. Je n'ai fait qu'interpeller les gens. Mais on ne peut pas interpeller les gens vaguement comme ça. Il faut partir toujours de quelque chose pour interpeller les gens et les amener à réfléchir sur l'existence humaine, sur le genre, sur les droits, sur ce que c'est que... sur comment plutôt l'environnement façonne qui l'on devient plus tard. Et quand on ne fera pas attention à ces choses-là, nous continuerons pas à donner à la nation, à la société, des humains qui sont bancals. Alors, quand vous avez commencé à faire votre biographie, donc,
Au début, on a senti une personne fière de ses origines, remontée dans le passé, etc. Et progressivement, on a commencé à noter une dégradation morale, une dégradation psychologique, une descente aux enfers à la limite, depuis même le cours secondaire, avec cette expérience de viol, avec cette expérience de grossesse, etc. Et on a l'impression qu'à la fin, on a un résultat de quelqu'un qui n'est pas vraiment fier de son parcours, fier de ce qu'elle a pu réaliser. Et la preuve, c'est le titre même qui dénonce Je de suis ça. enchantée d'être une conne. Oui. Je suis enchantée d'avoir vécu des déboires dans ma vie, puisque ces déboires-là ont façonné qui je suis. Aujourd'hui, je suis fière de dire à des enfants, quand je vais dans des collèges, vous voyez, il y a des déboires que vous allez probablement subir. Des déboires qui sont liés peut-être à votre manque d'intelligence, des déboires qui seront liés probablement à l'environnement qui vous a façonné, à l'éducation que vous avez reçue, pardon. Des déboires qui seront forcément liés à ce que la société a déjà prévu pour vous. Mais cela n'empêche pas qu'il faut être un apprenant de la vie et non une victime de la vie. Et cette leçon-là est beaucoup ressortie quand on atteint par exemple le 8e chapitre, le 9e chapitre. Je m'affiche d'abord, je me démontre, je montre qui je suis, mes déboires et tout, mes vécus. Parce que les vicissitudes de la vie ne viennent pas nous abattre. Les vicissitudes de la vie viennent pour nous apprendre des leçons, pour nous façonner. Et aujourd'hui, il est important que les gens prennent conscience que l'environnement dans lequel nous grandissons, l'environnement qui nous façonne, c'est cet environnement-là qui nous prépare à devenir qui nous sommes dans la société. Si on constate que quelqu'un devient un violeur, c'est probablement parce que l'environnement, peut-être la famille dans laquelle il a grandi, la façon de réfléchir, c'est beaucoup de contextes qui l'ont amené à devenir qui il est. Et si nous ne mettons pas en lumière ces genres de choses, nous continuerons pas à donner à la société des humains bancals. On va en parler puisque vous aviez fait quand même, je ne vais pas dire un procès, une analyse, je dois dire, du comportement des parents vis-à-vis de leurs enfants pour l'idéal qu'ils attendraient d'eux. Au début, comme je l'ai dit, tout est beau, l'Afrique elle est belle, vos origines sont belles, etc., etc. Parfois, on a l'impression que les Africains s'admirent trop, non? À part la chaleur en Afrique, il y a quoi d'autre de beau? À part la chaleur, il y a nos mœurs, il y a nos cultures qui ont leur part de beauté. Que beaucoup remettent en question. C'est discutable en fait. Dans la culture, comme je l'ai dit quelque part, je veux être le migrant qui coupera la tête à ces idéologies déplacées. Oui, parce qu'il y a des idéologies qui sont déplacées. Quand on voit par exemple qu'on coupe le clitoris à une petite fille pour qu'elle n'aille pas très tôt au sexe, c'est déplacé. Mais ça fait partie de notre culture. Quand on voit qu'aujourd'hui... Mais quelque part, ça répond à un contexte bien précis. Aujourd'hui, quand on voit la dépravation, la facilité à aller au sexe, et surtout les conséquences qui s'en suivent. Vous voyez, si on reste dans un contexte, on ne va pas avancer humainement. Parce que dans le même contexte qui a existé, il y a eu l'esclavagisme. On n'est pas prêt pour ça. Il y a eu l'apartheid. On n'est plus prêt pour ça aujourd'hui. Il y a l'exploitation de l'homme par l'homme qu'on a appris au CP ou je sais plus au CE. On n'est plus prêt pour ça. Donc, on n'est plus prêt pour subir des déboires. Des choses qu'on trouve aujourd'hui humainement bancales, des choses qu'on trouve qui ne sont pas acceptables. On n'est plus prêt pour ça. Donc, puisque l'humanité, de façon générale, n'est plus prêt pour ça, pourquoi devions-nous continuer pas être prêts pour certains aspects de la vie, de notre culture, qui ne salue pas ou qui ne valorise pas lui-même? Pourquoi? Monsieur Tanguy, pourquoi? Pourquoi devions-nous continuer pas être par accepter ces aspects culturels. Parce que par le passé, ces choses ont pu maintenir un équilibre dans la société. Voilà, vous avez dit par le passé. Le passé, c'est ce contexte-là auquel il faut se raccrocher pour savoir comment mieux se projeter dans le futur. Vous pensez vraiment que la société humaine aujourd'hui, sur n'importe quelle partie de la planète, elle se porte mieux aujourd'hui? La société humaine part en couille. Elle se porte beaucoup mieux aujourd'hui que par le passé? Pas du tout. Sur certains aspects, la société humaine part en couille. Les valeurs humaines se perdent. Les gens ne savent plus être authentiques. Les gens paraissent qu'ils ne le sont aujourd'hui. Face à cela, qu'est-ce qu'on fait? On continue de se réadapter, comme vous le dites, on se retourne vers les anciennes valeurs que vous remettez en cause sur certains aspects. Non. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, il faut toujours chercher, il faut rester dans la posture où on doit se réadapter. Mais dans la réadaptation, on ne doit pas perdre de vue l'acquis.
qui a de la valeur que nous avons déjà dans nos cultures, dans nos pays, dans nos traditions ou dans la société humaine. Ces acquis-là, l'intégrité, voilà, vous voyez, l'amour, l'authenticité, comment dire, l'amour du prochain, c'est autant de valeurs qui existent dans la société qu'il faut conserver, mais qui se perdent aujourd'hui. Donc, il faudrait mettre l'accent aujourd'hui sur le fait qu'il faut crier à tout vent. Les valeurs humaines, ce sont ces valeurs-là qui vont nous permettre d'avoir des humains authentiques. Donc, une société authentique. On a l'impression aujourd'hui que ces valeurs humaines sont, bafouées. Non seulement bafouées, mais peut-être que les régions du monde ont leurs spécificités qui font que aujourd'hui, les choses sont tellement imbriquées qu'on n'a plus vraiment un repère assez précis pour savoir en réalité quelle est la valeur normale des références. Absolument. Et en tant qu'humaine, en tant que mère, Ouais. en tant que femme, en tant qu'éducatrice, j'ai le devoir de contribuer à conserver ces valeurs humaines-là. Et c'est autant de choses que vous allez retrouver dans Enchanté ici l'Alcool. Se mettre à nu pour montrer à l'humanité les déboires ou cette face cachée-là que nous réservons à notre intimité et qui nous enlise davantage, qui ne nous permet pas de percuter et de nous rendre compte qu'aujourd'hui, il est important de valoriser l'humain sans cesse. Vous pensez que l'Afrique a une parole aujourd'hui sur la scène planétaire en termes donc de valeur, en termes donc de référence aujourd'hui, quand on sait que l'invasion est La mondialisation, effrénée, voilà, la mondialisation et tout ce qui va avec aujourd'hui. Est-ce que l'Afrique véritablement a une parole, a une voix? L'Afrique, qu'on le veuille ou pas, a une voix, puisqu'elle est le premier continent sur lequel l'homme est apparu. Elle n'est pas comme la corne qui accepte tout. Oui, l'Afrique est malheureusement la corne qui accepte tout. Et vous allez voir que même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup d'Africains se réveillent. On est à l'ère de l'éveil humaniste. On est à l'ère de l'éveil qui nous amène aujourd'hui à rechercher nos valeurs. Donc, il faudra y prendre part, sans faire taire les choses qu'on a déjà acquis. Mais en même temps, essayer de pratiquer une chirurgie esthétique pour avoir un beau visage. On a besoin d'avoir aujourd'hui un beau visage auquel nous devions nous refléter, que nous allons défendre, que nous allons léguer à nos générations futures, ces valeurs humaines-là qui façonneront la société dont nous avons besoin. Parce que la société ne se développe pas seulement en se battant pour l'économie, pour la richesse. Ah oui? C'est d'abord pour la valeur humaine. La priorité aujourd'hui des nations, c'est l'économie et c'est l'argent. Hein? En tout cas, on va revenir à l'intérieur du livre. Quand j'ai commencé à vous lire tout de suite, la première idée qui m'est venue, c'est pourquoi elle prend sa plume. Et j'ai été un peu partagé entre le sentiment de la résignation, c'est-à-dire quelqu'un qui en a suffisamment bavé, en a bavé suffisamment et qui se décide de s'agripper à une branche au hasard qui se trouve sur son chemin et qui peut la soulager, ou quelqu'un qui se confie pour l'histoire, c'est-à-dire il faut pas qu'on oublie que j'ai souffert sur cette terre, je vous laisse quelque chose, ou carrément quelqu'un qui veut bien qu'on l'écoute à un moment donné. Alors, de tous ces choix-là, pourquoi est-ce que vous aviez choisi d'écrire? J'ai choisi d'écrire en premier lieu pour faire un clin d'œil, un gros clin d'œil à mes filles. Il y a Marie-Épiphanie et Elsa, qui sont des enfants que j'ai eus durant mon parcours de vie, mais qui ne vivent pas avec moi aujourd'hui, parce que j'ai été conne. On en parlera, il n'y a pas de souci. Alors, en dehors de ça, j'ai voulu écrire d'abord pour guérir. Puisque l'écriture est une forme de thérapie, qu'on le veuille ou pas, il faut que les gens le savent. Écrire, c'est se guérir en fait. L'écriture, c'est une forme de thérapie. Mais derrière tout ça, j'ai toujours été activiste des droits humains. D'aucuns diront que je suis féministe. Oui, je suis féministe parce que je défends les droits des femmes. Et être féministe, c'est être défenseuse des droits humains, puisque la femme fait partie de l'humanité. Donc, je ne fais pas partie de ces gens d'activistes rebelles qui y vont parce qu'on leur a dit « she turn my love dans l'eau, she turn my love dans l'eau ». C'est-à-dire que je n'irai pas en étant aveugle. J'irai dans ce combat-là
en restant le plus neutre que possible, mais en apportant une touche, quitte à ce que derrière mon combat, qu'on puisse atteindre l'objectif final. Hommes et femmes sommes venus sur la terre pour accomplir des missions, pour épouser des complémentarités, pour vivre ensemble, équité, égalité au sens des droits, tout ce qu'on veut là. Mais on est tous venus pour un objectif bien défini qui s'entremêle puisqu'on est interdépendants. Alors, il faut dire que ce sont des chocs qui se sont succédés dans votre vie. Hein. Vous avez commencé à évoquer déjà la situation de vos filles, on va en parler tout à l'heure. Mais le premier choc qui vous aura en tout cas déstabilisé, puisque vous étiez dans une bulle, en vivant avec votre père et votre mère, dans une famille monogamique où le papa était quand même un peu disponible, etc. Le premier choc, c'est quand vous aviez découvert qu'en réalité, papa peut aimer une autre femme, autre que votre maman. Absolument. Comment une fille peut recevoir cela comme un choc? C'est quand même bizarre ça, non? Est-ce qu'elle ne se met pas carrément à la place de sa maman? En dehors du fait qu'on a constaté, qu'on sait aujourd'hui qu'il y a le complexe d'Oedipe, en dehors de cette réalité-là, cet aspect-là que nous savons, posez la question à vos enfants de savoir, quand papa est distant par rapport à maman, comment est-ce qu'ils le prennent? Les enfants ont leur part de vérité que nous ne savons pas toujours, parce que déjà dans notre culture, on ne laisse pas forcément la parole aux enfants de s'exprimer. Donc l'enfant a sa philosophie, sa manière de voir les choses, son imagination, et il le garde. Mais tout ceci va le façonner, en plus de l'éducation que vous allez lui donner, l'environnement dans lequel il a grandi, les choses qu'il a vues, qu'il a vécues, qu'il n'a pas forcément partagées avec vous. Donc il est important déjà de comprendre que l'éducation, l'environnement, nos actions en tant qu'adultes ont des répercussions sur nos enfants. Aujourd'hui, quand vous voyez des parents, des familles monogamiques ou des parents qui sont séparés, est-ce qu'on prend la peine de poser la question à ces enfants, mais comment est-ce que vous percevez cette séparation? Comment vous l'aviez perçu, vous? Voilà. Moi, je l'ai perçu d'abord en premier lieu pour moi. Quand j'ai su que mon père pouvait aimer une autre femme, j'ai reçu un choc émotionnel. Dans ma conception, dans ma philosophie, j'ai toujours vu mon père, ma mère. Comme je le dis dans le livre, je ne sais pas si papa et maman étaient heureux. Je suis l'enfant, je n'en sais rien. Et là n'était pas même la question. Je suis née dans une famille, j'ai vu un père et une mère, et j'en étais fière. Et c'est sur cette base-là que j'ai envie de continuer ma vie d'enfant. L'enfant peut paraître égoïste, mais il est venu, il a vu quelque chose, il veut en profiter, jusqu'à grandir, jusqu'à se façonner. Donc le fait de remarquer un jour que papa avait aimé une autre femme, autre que maman, moi, ça a été un choc, puisque ça déconstruit tout mon imaginaire. Ah, donc papa pouvait aimer une autre femme, alors que moi, je pensais que papa et maman, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Papa n'a pas le... C'est pour l'éternité, puisqu'ils sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble, mais comment dire, ce petit écart a eu des et du coup, vous êtes devenue presque la rivale de cette deuxième femme ou deuxième maman. Je suis devenue sa rivale, et elle aussi, elle a été ma rivale. Qu'elle soit peut-être parce qu'un adulte ne peut pas rivaliser avec un enfant. Et cette vérité ou cette réalité que j'ai vécue m'a amené en fait à ne plus avoir la possibilité de continuer pas être franche avec mon père, de continuer pas être ouverte avec mon père comme je l'étais, puisque j'ai reçu un choc. Et probablement, comme ça arrive chez certaines personnes, peut-être lui aussi il était dans sa bulle sentimentale, peut-être il ne voyait plus ces aspects-là, peut-être il y a encore plein d'autres aspects qui sont liés à nos réalités endogènes que nous ne maîtrisons pas. Mais aujourd'hui, avec un regard un peu externe, n'étant plus enfant, étant adulte, je le comprends. Mais cela n'empêche pas. Toujours le comportement des filles, hein, quand elles sont petites, elles comprennent pas d'abord pourquoi papa peut prendre une deuxième femme, mais avec le temps elles comprennent. Mais quand la situation se présente à elles-mêmes, elles supportent difficilement que leur conjoint ait un regard ailleurs. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette différence d'approche? Vous savez, là vous m'amenez plutôt à parler de la notion d'engagement. Si je vais en contrat de travail avec vous, on s'engage mutuellement. Moi, je vous fournis un travail. En retour, vous me payez de l'argent, une rémunération.
De la même manière, quand on s'engage, quand vous avez un ami qui n'est pas forcément votre épouse, vous vous engagez mutuellement, amicalement, à vous soutenir, à être à l'écoute l'un de l'autre. Mais c'est pareillement aussi pour l'engagement sentimental, amoureuse ou passionnel. On a un engagement peut-être tacite, comme on ferait des contrats tacites dans des entreprises, mais on est lié par cet engagement-là. Il faut que les gens comprennent que la relation, plutôt nos vécus, je ne veux pas parler même en termes de vécu, c'est-à-dire que ce que nous subissons dans la vie peut avoir un impact positif ou négatif sur notre vécu, sur notre compréhension de la vie, sur la philosophie que nous allons développer, sur qui nous allons devenir plus tard. Un homme ne devrait pas tromper une femme et une femme ne doit jamais tromper un homme puisqu'on est lié par un engagement. Il y a une différence, un devrait et doit. Oui, puisqu'on est dans notre... Je suis béninoise, je suis africaine de surcroît. Je préfère temporiser les mots que j'utilise. Et j'ai parlé de ce viol aussi que vous aviez subi, que vous aviez gardé pendant pratiquement un quart de siècle. Pourquoi est-ce que, généralement, les filles, quand elles subissent ça, elles ne sont pas si ouvertes spontanément sur la question, sur le sujet? Le viol, c'est comme si on a, comment dire, on a désacralisé quelque chose en vous, ou qu'on vous a arraché quelque chose. Et ça crée, c'est votre intimité. Vous voyez, c'est votre intimité. Et ça crée un sentiment de honte, en premier lieu, chez beaucoup de personnes. En tout cas, c'est le constat que j'ai eu à faire. Il est difficile pour une fille, dans notre culture, une fille qui peut-être a déjà sa mentalité, comme moi qui je voulais rester vierge jusqu'au mariage, de se rendre compte qu'une autre personne a pu nous arracher ce qu'on avait envie de conserver. Cette part de honte-là est collée à beaucoup de femmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont subi des viols, mais qui l'ont totalement rejeté, qui n'en parleront jamais jusqu'à ce qu'elles meurent. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de « ils vont me juger ». Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Probablement, ils diront que bon, c'est moi qui ai cherché. Puisque c'est ce qui est dit généralement. On va dire peut-être t'as porté une petite mini-jupe, tu l'as excité, tu as fait ci, tu as fait ça. Et c'est probablement à cause de ça qu'on t'a violé. On ne cherchera pas, outre mesure, tout de suite à aller au-delà. Donc, à cause de ce sentiment de rejet, lié déjà à la société, ces cases qui sont culturellement établies dans certains contextes, la victime du viol préfère garder ça pour elle-même. Et peut-être c'est à force de discuter avec certaines personnes, de se sentir en confiance, ou peut-être parce que, bon, elle n'en peut plus, parce qu'il y a des gens qui deviennent malades psychologiquement après avoir subi un viol. Donc, ce sentiment de honte est vraiment omniprésent, quoi. On peut pas s'en défaire, et c'est pour ça, je pense. Et actuellement, comment vous vous sentez? Mais voilà, la conne n'est plus conne. Oui, mais par rapport à cette expérience, ce sentiment par le passé, cette réserve, c'est vrai que par la suite, vous vous êtes confié, vous en êtes ouverte à votre papa, paix à son âme, et à vos frères, mais aujourd'hui, est-ce que c'est plus relax? On peut en parler, vraiment? Absolument. Absolument, parce que, comme vous l'avez dit tantôt, j'ai pris 15 ans de ma vie pour digérer ça, pour l'accepter. Et cela a eu un impact forcément dans ma sexualité. Mais cela n'empêche qu'il faut, c'est-à-dire toutes les femmes qui sont victimes de viol doivent comprendre que d'abord, ce n'est pas leur faute. On ne subit pas des choses parce que l'on a cherché. On subit des choses parce que, bon, le coup du sort ou probablement plein d'autres choses que nous ne maîtrisons pas. Et cette image qui a accompagné la situation de viol qui est assez pleine de sens, vous étiez allé chercher une Bible.
C'est j'étais parce que allée vous fréquentiez un milieu religieux, un club de lecture, voilà. etc. C'est vraiment un paradoxe, c'est une image qui laisse beaucoup d'expression, en tout cas à l'âme de celui qui lit. On va parler de vos filles et surtout de cette dimension-là, la galère d'une femme au foyer, d'une femme en couple. Et ça, vous mettez beaucoup plus l'accent là-dessus avec les rapports que vous aviez eu difficiles avec votre conjoint, sinon votre ancien conjoint, le papa de vos 2 dernières filles. C'est quand même vous qui l'aviez choisi. Je ne l'ai pas choisi, comment dire, je ne l'ai pas choisi en étant consciente de mes choix. Et c'est pour ça que je l'ai souligné quelque part. Le choix du conjoint, ce n'est pas un choix qu'il faut prendre à la légère. Oui. Non, ce n'est pas possible. Comment on fait? On jette les coris ou on parle à Jésus? Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit dans le livre, pardon, j'ai même amené le lecteur à se poser une question. Est-ce que c'est l'homme le plus beau qu'il faut choisir? Est-ce que c'est l'homme le plus éduqué qu'il faut choisir? Est-ce que c'est l'homme, je ne sais pas, comme vous l'avez dit tantôt, peut-être aller jeter les courriers qu'il faut faire? Ce qui est évident, le choix du conjoint déterminera la vie que vous aurez plus tard. Que cela soit un homme ou une femme. Donc, choisir son partenaire de vie, c'est tenir compte déjà de soi-même, de ce que nous envisageons, pour nous-mêmes plus tard, de cette personne-là dont on a besoin pour avancer. Cette personne-là qui nous tiendra la main pour qu'on aille vers nos objectifs. Au premier regard, on ne le connaît pas. On fait son choix, puis après on subit. Parce que on ne devrait pas choisir, peut-être je vais choquer, par amour, mais par convenance. Sérieusement. C'est ce que je pense. Parce que, vous voyez, voilà, et ça interpelle l'un des aspects liés à notre culture. Hein. Quand les enfants allaient en mariage, sans forcément connaître le partenaire, oui, c'était un statut de mariage forcé, d'accord. Mais elle ne connaissait pas forcément le monsieur, mais elle allait en mariage. Elle savait pourquoi elle était venue en mariage. Et elle savait le rôle. Elle s'inscrivait dans ce rôle-là. Elle ne partait pas avec de l'amour pour pouvoir après subir des déboires. Est-ce que c'est pas mieux ça? Mais à force d'aimer, à force d'être la femme de ce monsieur-là, elle finit forcément par l'aimer si, bien évidemment, la personne prend bien soin d'elle. Je ne dis pas ça pour acclamer cette forme. Forcé. Non, pas du tout. Je dis ça pour interpeller les femmes. La convenance est mieux que l'amour. Non, je ne dirais pas. Non, je ne dirais pas que la convenance est forcément mieux que l'amour. L'amour, c'est le plus beau sentiment qui puisse exister dans le monde. Et nous devions avoir la chance de connaître ça. Mais quand je dois plutôt, en tant que jeune fille, choisir mon conjoint, je vais le choisir avec beaucoup plus de répartie. Je vais pas le choisir parce que je l'aime follement. Non. C'est pas ça. L'amour est un ingrédient. L'amour permet de soutenir les douleurs du mariage. Je sais que vous en aviez connu suffisamment. Ces absences, ces écarts conjugaux, ces écarts de langage, ces infidélités, etc. Il a fallu d'abord avoir de l'amour pour lui pour accepter tout ça pendant un temps. Mitigé. Ah ouais? Je vous sortirai une réponse mitigée. Parce que au moment où je faisais ce choix dans ma vie, j'étais venue à une étape de ma vie où, psychologiquement, j'étais déjà un peu amputée. J'avais déjà eu un enfant. J'avais déjà subi des choses. Je décidais d'aller vers cette personne-là en me disant que je ne suis plus une femme. En fait, je suis juste le résidu d'une maternité que j'ai subie. Là, je parle de mon état d'âme, voilà, en ce temps. Donc, du coup, on a dit, on nous dit souvent, une femme qui a déjà connu la maternité n'est plus une femme. En fait, on l'entend tout le temps. Et je me rappelle même beaucoup de personnes autour de moi me disaient, quand j'ai eu mon aîné, il faut que tu trouves le moyen de te taper un mari en même temps. Sinon, si tu attends plus tard, là, c'est sûr que tu ne trouveras pas de mari. Mais pour une fille de 18 ans qui rêve quand même toujours, qui espère quand même se marier un jour avec un homme, mais qui se retrouve à être une jeune fille mère aujourd'hui, quand elle entend ce genre de choses, puisque c'est une case qui est culturellement établie, elle va se dire, elle va pas faire des choix raisonnés, en fait. Elle va pas faire des choix raisonnés. Elle va se précipiter. Elle va se précipiter dans cette précipitation.
elle peut faire des choix qui Une n'ont pas dernière la... curiosité, hein, puisque j'ai promis qu'on parle de vos filles, c'est carrément un enlèvement, disons-le. Aujourd'hui, vous écrivez que ça fait quand même Plus de 5 ans. 5 ans à peu près que vous ne les aviez plus vues, en tout cas physiquement. Comment une mère arrive à vivre sans ses filles pendant 5 ans? Au prime abord, ça a été très difficile pour moi. Parce que le fait déjà de me rendre compte que dans cette relation, j'ai passé mon temps à être une conne. J'ai passé mon temps à me laisser manipuler dans une certaine mesure. Et qu'en plus de ça, qu'on me fasse signer en fait une autorisation dite parentale, mais qui était une cessation de droits parentaux tout simplement. Les premières années, les premiers mois, j'ai passé mon temps à haïr le monsieur. J'ai passé mon temps à en vouloir à moi, à la vie, à tout ce que j'ai pu subir. Pourquoi moi, pourquoi? Donc, ce sentiment de victime qui dessert toujours, puisque ça ne te permettra pas de profiter de ton existence actuelle, dans le présent. Cette réalité-là fait partie de mon histoire. Le fait d'avoir été conne et signer un papier qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucun droit sur mes enfants, ça fait partie de mon histoire. Et je ne peux pas effacer ça. Alors, au lieu de rester dans ce sentiment de victime, il faut que je devienne une apprenante de la vie. Qu'est-ce que cette situation vécue m'apprend? Cela m'apprend que même si vous subissez des choses qui vous mettent à terre, qui vous blessent dans votre amour propre, vous deviez chercher plutôt à savoir qu'est-ce que cela vous enseigne. Comment vous vivez sans vos filles? Ce n'est pas facile. Mais j'ai appris aujourd'hui à mettre de côté ma souffrance et me battre pour demain. Parce que j'ai la ferme conviction que tôt ou tard, je les verrai. Ça, c'est clair. Mais Dieu vous entendra, ça, c'est sûr. Dieu m'a déjà entendu. Vous êtes rayonnante, vous êtes souriante, vous avez beaucoup de mots, beaucoup de verbes, etc. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que ça va vraiment? Ça va absolument. Sérieusement. Les souffrances ne nous définissent pas. Il faut que les gens comprennent ça. Nos souffrances ne nous définissent pas. Nos souffrances ne doivent pas nous définir. Nos souffrances viennent pour nous apprendre dans la vie. Et tant qu'on reste dans cette posture d'apprenant ou d'apprenante de la vie, on évolue en tant qu'humain. On devient un humain authentique. Un peu comme le tigre qui a ses rayures. Oui, ses rayures. Aïnarine Bérengère Blanc, merci beaucoup d'être venu sur cette émission. Je rappelle, vous avez publié Enchanté, ici la Conne. Ouais. C'est une première production. Hein. D'autres vont venir certainement. Je l'ai même annoncé. Dis donc. Ah oui. En tout cas, du courage à vous. Merci. Bonne chance dans votre nouvel univers. Merci notamment celui des écrivains. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un bel après-midi sur Canal 3 Bénin.